Nous allons donner la parole à Monsieur Jean-Louis Debré afin qu'il nous annonce le nom des vainqueurs. Vous êtes impatient. Vous avez pourtant bu un petit peu. Et vous voudriez savoir ce qu'a fait le jury. Il a délibéré, il a bu, il a fini les petits fours. D'ailleurs, pour le deuxième délibération, il faudra en remettre un petit peu si c'est possible. Mais je préfère les macarons au café, hein, si vous pouvez. Et donc, ça a été compliqué. Et vous avez vu que nous avons pris notre temps. Et donc, vous avez tous été excellents. Vous avez tous été excellents. Où sont ils sont là? Vous êtes là. Bien. Ça va? Moi, je passe un excellent moment. Et vous? Ça va? Alors, pour la première équipe, le premier sujet, c'était Angélique de Bellemanière et le prénom de Joly, c'était Camille. Camille. Comme Camille Desmoulins. Bah, vous n'avez pas l'air d'être sûr. Et donc, le jury, après en avoir délibéré, a choisi Camille Joly. Mais Camille, vous pouvez embrasser Angélique parce qu'elle a été également une très bonne candidate. Alors la délibération a aussi été longue. Un peu moins longue parce qu'il n'y avait plus de petits fours et plus de champagne. Et donc, il ne restait plus que de l'eau. Et là, ça a été plus rapide. C'est-à-dire que personne n'en a bu. Il n'y a même pas d'eau gazeuse. La prochaine fois, j'aime beaucoup la bière, je vous signale. Mais uniquement la bière brune. Et donc... vous savez que ce jury est composé par l'ADELI. Et j'ai tout à l'heure félicité le président d'ADELI d'avoir choisi autant de femmes dans ce jury. Et je lui ai proposé de lui acheter une paire de lunettes. Et donc nous avions à choisir entre mademoiselle Schnarr-Koch et monsieur Bullinge. Si vous voulez parler, vous pouvez. Hein. Si ça ne vous intéresse pas de savoir qui va être le deuxième, on peut aller tout de suite prendre un verre. Et donc le jury... Pardon ? Il y a une contestation? On conteste une décision qui n'a pas encore été rendue? Et donc le jury, après en avoir délibéré, a décidé que pourrait accéder à la finale M. Bullinge. Vous pouvez vous lever et l'embrasser. Voilà. Parce qu'elle a été également très bonne. Voilà. Après, moi, bravo. Voilà. Avant d'aborder la finale de cette 20e édition, applaudissons encore chaleureusement les 4 demi-finalistes qui se sont affrontés. Ils ne sont désormais plus que deux.
2 plaideurs franchissant les obstacles de ce concours sans trébucher ni faillir. Ils arrivent à cette prestigieuse finale que tout plaideur espère atteindre un jour. Ce sujet promet d'être merveilleux. J'en salive d'avance. La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison. Plaidera le pour l'équipe Joly, plaidera le contre l'équipe Bullinge. Accueillons sans plus tarder l'équipe Joly traitant le pour. C'est bon là? 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 Très bien. C'est bon? On m'entend? Ah oui, c'est parfait. La raison est à la société ce qu'est le bulbe rachidien à l'homme. La raison est le bulbe rachidien de la société et le pouvoir est le bras musclé de la société. Le corps de la société a besoin de son bras et du bulbe rachidien pour le cadre. Sans le cadre de la raison qui est le bulbe, le corps ne fonctionnerait pas. Et je pense que tout est dit. Je reçois quand même des... Mais allez-y, je vous en prie. Je sens tout de même quelques regards perplexes, notamment je vois que mon père n'est pas très convaincu de la démonstration. Laissez-moi alors aller plus loin. Allons plus loin et sachez qu'en France, pour parler de pouvoir et de perte de raison, nous sommes très bien placés. C'est vrai. Non mais c'est vrai, nous avons eu quand même Louis XIV qui s'est pris pour le fils de Dieu, Louis XVI qui a vu en la Révolution une simple révolte, sa femme qui pense que lorsqu'on n'a plus de pain, on a de la brioche, et même encore extrêmement récemment, l'un de nos derniers dirigeants, l'ex-président, M. Valéry Giscard d'Estaing, qui au lieu de profiter de sa retraite méritée, utilise sa chaire depuis 30 ans au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas un trouble de la raison, je ne comprends pas. Mais cela touche également nos voisins outre-Atlantique. Laissez-moi vous rappeler que très récemment, Lloyd Blankfein, le président directeur général de la banque Goldman Sachs, a tout de même déclaré au Sunday Times « Je ne suis qu'un simple banquier qui fait le travail de Dieu ». C'est vrai. C'est vrai. Et par ces quelques exemples, nous amorcerons du coup cette réflexion. Cette réflexion qui vous montrera que oui, le pouvoir corrompt inévitablement la raison. Pour pouvoir, nous prendrons la capacité de faire quelque chose. Et ce pouvoir, par la raison humaine, a été personnifié, réifié en une chose que nous appelons le pouvoir et que nous pensons pouvoir posséder. Cette possession du pouvoir nous permet d'exercer sur les autres une autorité. Par ce pouvoir, nous pouvons obliger les autres à faire quelque chose ou contraindre notre pouvoir sur les choses. Ce pouvoir a diverses sources
Il peut être religieux, moral, politique, monétaire. Il a de nombreuses facettes. Et il sera important de bien penser que, même si nous nous concentrerons par limite de temps sur le pouvoir de l'État, chaque pouvoir corrompt de la même manière la raison. La raison, quant à elle, est la chose qui nous différencie des animaux, en toute simplicité. Car comme je l'ai dit avant, la raison est le bulbe rachidien de la société, et c'est vrai. C'est notre cerveau particulièrement développé qui nous a permis de penser et de concevoir la vie au-delà de nos simples instincts. Car sans la raison, la préoccupation principale de l'homme serait ses instincts primaires. Boire, manger, copuler, tout simplement. Comme le font, mais c'est une vérité, comme le font les espèces animales. Mais non, cette raison nous permet à l'homme de penser, permet à l'homme de philosopher, permet à l'homme de ressentir de l'amour, des sentiments, d'aider son prochain même s'il est plus faible et même s'il peut paraître inutile. Cette raison est la force et le propre de l'homme. Cette raison a permis de bâtir des sociétés immenses, mais corrompues par le pouvoir. Elle a aussi fait s'effondrer ces sociétés. Abordons notre corruption de la raison par le pouvoir. Car il faudra bien le noter que la raison humaine est bien faible par rapport à tous les attraits du pouvoir. Et c'est cette faiblesse de la raison de l'homme qui fera qu'elle sera corrompue, inévitablement. Mais pour cela, nous verrons la double oppression du pouvoir, car le pouvoir est fort et oppresse de deux manières. Dans un premier point, dans un premier volet, une première partie si vous le souhaitez, nous verrons que le pouvoir opprime la raison par la force des responsabilités qu'il fait peser sur l'homme qui le possède, force si puissante que la raison ne peut y résister. Nous verrons ensuite, et c'est là bien le point sur lequel il nous faudra il faudra insister sur ce point, car c'est le plus important. C'est la force du pouvoir et toutes les possibilités qu'il engendre, qui corrompent notre raison humaine. Passons donc immédiatement sur notre premier volet. Les responsabilités dues au pouvoir font plier la raison de l'homme. En effet, le pouvoir, nous donnant capacité à agir sur les autres, engendre irrémédiablement des responsabilités puissantes. Ces responsabilités sont tout d'abord, pour les plus faibles, les responsabilités juridiques. C'est un fait qu'un dirigeant d'une société, un employeur, est responsable vis-à-vis de ses employés, de ses associés et de toute la société. Il est responsable des actes qu'il prendra. Ceci selon des procédés juridiques préétablis. Mais là où cette oppression du pouvoir par ses responsabilités est bien faible, c'est que ces responsabilités juridiques n'ont comme sanction que l'argent ou la prison. Et si l'homme peut s'évader des prisons par son esprit, il ne pourra jamais s'évader de sa propre morale et de sa pensée. Et c'est là qu'il faut bien insister sur le poids de la responsabilité du pouvoir. C'est que cela engendre une responsabilité morale qui, lorsqu'elle aura atteinte le dirigeant, l'homme investi de pouvoir, lorsque cette responsabilité sera là, il ne pourra y échapper, car on ne peut échapper à notre morale. Jamais. Ainsi, avoir du pouvoir nous oblige à penser pour des autres. Nos dirigeants politiques doivent arrêter de penser pour eux-mêmes. Ils doivent penser à l'intérêt général. Ils soutiennent l'intérêt d'une nation. Nos juges doivent refouler tous leurs sentiments humains pour juger sans cœur, sans sentiment, avec justesse. Et ils ont la responsabilité de savoir que leur sanction pourra faire basculer des vies. Et cette responsabilité morale pèsera inévitablement sur celui qui exerce le pouvoir, car il sait que du simple exercice de sa force, de cette force issue de divers moyens de cet exercice, il pourra être écrasé à jamais par les remords. Je n'aurais pas voulu, et je pense que vous non plus, vous n'auriez jamais souhaité être dans l'esprit du vice-président Truman, vice-président de Franklin Roosevelt, en 1944 et 1945, lorsqu'il a fallu décider
de cesser la guerre dans le Pacifique, guerre sanglante et terrible. Mais ceci, en utilisant les armes les plus puissantes qui n'ont jamais été faites, et de détruire des milliers de vies. Ce choix, quelle qu'en soit l'issue, est porté par ce dirigeant. Car c'est une des caractéristiques du pouvoir. Souvent, il nous est donné par procuration, notamment en démocratie, par le peuple, qui donne à ses dirigeants sa partie du pouvoir au sein de la nation, pour que le dirigeant, lui, prenne les décisions à prendre et régisse la société. Je n'aurais pas voulu être à la place de cet homme qui devait mettre dans chaque côté de la balance des milliers de vies humaines. Et quelle que soit la décision prise, on se rappellera toujours que c'est lui qui l'a prise. Toujours. Ce ne sont pas ses conseillers qui ont pu influencer cette décision. Ce n'est pas le peuple américain qui a pu vouloir la fin de cette guerre. Ce n'est pas le peuple japonais qui faisait la guerre à ses États libres. C'est lui. Lui et seulement lui. Et quoi qu'il en soit, à jamais, sera gravé dans les annales de l'histoire que c'est cet homme qui a envoyé ces bombes. Et cet homme sera à jamais dans son esprit conscient que de son fait, des gens sont morts. Sa morale pourra le guider à penser que c'était la chose à faire. Ce sera le mieux pour lui. Car toujours, si vous êtes emprisonné dans votre esprit, dans votre cerveau, vous ne pourrez vous en libérer. Vous ne pourrez plus dormir. Mais il faut ainsi prendre conscience qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je ne citerai pas... Non. Ma qualité de plaideur m'oblige à affirmer qui je cite lorsque je le cite, et il faut bien avouer qu'ici, le néant intellectuel de cette personne est incontestable. Non, c'est vrai, je suis désolé car je viens de vous citer en fait une phrase de Ben Parker qui est l'oncle de Spider-Man. Mais nous avons souvent tendance à céder à l'argument d'autorité en pensant qu'une chose est bien dite, car elle a été dite par quelqu'un de reconnu. Mais là, bien que cet homme ne soit qu'un personnage de fiction, il faut reconnaître que les mots sont justes. Et que oui, lorsqu'on a le pouvoir, nous avons de très fortes libertés. Libertés qui peuvent plier à ce point notre responsabilité, je parle de liberté, c'est terrible. Responsabilité qui porte à ce point sur notre raison, qu'inévitablement, ce poids immense, il faudrait véritablement une raison de fer et d'acier pour résister. Je ne le pourrais pas. Je ne le pourrais certainement pas. Et pourtant, je fais partie de ces fous qui vont vouloir rechercher le pouvoir. Car oui, ceux qui recherchent le pouvoir sont forcément fous et n'ont pas la même raison que les autres hommes. Mais passons à notre second temps. Second temps qui sera véritablement le centre de cette argumentation. Que le pouvoir corrompt la raison par la force qu'il procure. Les exemples sont nombreux. Prenons tout d'abord Ménélas. Ménélas qui, pour récupérer sa femme, Hélène, une seule femme, a fait traverser à la mer Égée par ses armées, et les armées de son frère Agamemnon, le Cupide. Pour récupérer une seule femme, ils ont à eux de raser une ville et tuer des milliers d'hommes. Ceci uniquement pour l'orgueil d'un seigneur grec qui n'a pas assumé de s'être fait voler sa femme. Des milliers sont morts pour l'amour d'un seul. Ils l'ont suivi, car lui avait le pouvoir. Et cette histoire, issue de notre imaginaire fantastique et de la littérature grecque, a également son image dans notre vie quotidienne. On peut se reporter dans l'histoire, tout simplement, à un homme très proche de nous, que nous apprécions pour certaines raisons, mais dont il ne faut pas nier qu'il a eu une certaine furie sanguinaire. Je parle bien sûr de notre grand empereur, Napoléon, qui pour prendre toujours plus de pouvoir et affirmer sa puissance, a mené la guerre aux 4 points cardinaux de l'Europe, faisant massacrer des milliers de jeunes gens, des milliers de soldats, prêts à suivre un esprit fort et charismatique. Il les a tous envoyés à la mort. Et cela pourquoi ? Car il avait son pouvoir. Et ce pouvoir, lorsque vous avez la possibilité de faire tuer des gens comme ça, d'un geste de la main, d'un clin d'œil, d'une pensée, c'est terrible. C'est un poids. C'est une traction à laquelle la raison humaine n'est pas faite pour résister.
Car la raison humaine, notre entendement, a été créé par nous pour pouvoir gérer notre pensée à nous, éventuellement se faire du souci pour nos enfants, pour notre famille, mais pas beaucoup plus loin qu'un cercle de quelques personnes. Et là, il s'agit d'avoir une telle puissance que des hommes par milliers se mettront à genoux devant vous. N'est-ce pas une puissance terrible? Une puissance qui saura sans conteste faire plier la raison de tous les hommes. Et à cela, la raison est confrontée à quelque chose d'encore plus fort. Car certes, Montesquieu a affirmé que tout homme doté d'un pouvoir est mené à en abuser. Et c'est une réalité, comme nous l'avons vu. Tout homme doté d'un pouvoir va vouloir en abuser, car les choses deviennent trop simples, les choses deviennent trop faciles. Lorsque vous n'avez même plus à imaginer vous procurer à manger, à imaginer survivre, à imaginer travailler, alors la vie perd tout sens de réalité. Et vous avez un tel contrôle sur les autres, ils sont tellement serviables, que l'humanité sort de votre tête. Et alors on rentre dans la deuxième phase de la folie des gouvernants par la force. Folie par laquelle Pascal a voulu mettre en garde les dirigeants. En écrivant « Ne vous méconnaissez pas vous-même et ne méconnaissez pas votre raison en vous pensant être plus que les autres. » Et oui, car les dirigeants, une fois avoir saisi la puissance de la force qu'ils avaient, saisi la puissance de leur pouvoir, le fait que des milliers étaient prêts à mourir pour eux, ont perdu volontairement leur raison, en se prenant pour Dieu. Oui, ils sont nombreux à s'être dit fils de Dieu ou envoyé de Dieu. Xerxès Ier, ce roi des Perses, qui a affronté brillamment les fameux 300 Spartiates au défi des Thermopyles. Il n'était d'ailleurs pas 300, il y avait 700 Grecs, d'autres Grecs avec eux. Ce Xerxès Ier était persuadé d'être l'incarnation de Dieu sur terre. Il y en a eu d'autres. Encore, Childéric, le père de Clovis, serait mort stupéfié sur son lit, en se rendant compte qu'il partait et que Dieu ne lui avait pas accordé la vie éternelle, à lui le roi. Alors l'homme, en se pensant Dieu, rejette lui-même sa raison, car la raison est le propre de l'homme et n'est pas le propre des dieux. Les dieux, étant tout-puissants, n'ont pas de raison, ils n'ont même pas à penser, car la raison est le fait que l'homme s'extrait de sa condition animale. Les dieux n'ont jamais été animaux. Alors, en imaginant seulement être un dieu, le dirigeant admet ne plus avoir de raison. Et une fois cette raison perdue, une fois être pensé n'être plus un homme, alors oui, sa raison sera définitivement corrompue. J'aimerais vous laisser, cher jury, avec un véritable espoir. J'espère véritablement que mon contradicteur saura vous convaincre. J'espère qu'il saura vous convaincre que non, le pouvoir ne corrompt pas la raison. Car j'espère alors que votre raison, non corrompue par votre pouvoir de jurer, votre raison saine, vous saurez me choisir. Merci. Merci à Monsieur Joly pour sa plaidoirie. Accueillons dès à présent Monsieur Bullinge pour défendre le contre. Très honorable jury, cher peuple de Lyon 3, enfin cher Adélie, je me dois de vous saluer une seconde fois ce soir, parce que je suis ici pour une raison tout à fait primordiale, qui est celle de rétorquer quelques vérités à ce que vient de vous raconter mon éminent contradicteur. Je ne doute pas que pendant 15 minutes, il a pu vous abreuver des jaillissements spontanés
de ses paroles zélées, faisant fi de toutes ses notes. Moi, je vais avoir besoin de quelques notes, sinon je dirais des bêtises, mais j'essaierai de rétorquer quelques vérités. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est parce que je veux faire des lois maintenant. Je vais d'abord réformer la justice, après quoi nous procéderons aux finances. Merde! D'abord, les magistrats ne seraient plus payés. Vous aurez les amendes que vous prononcerez et les biens des condamnés à mort. Ce sera du propre. Nous allons maintenant, messieurs, procéder aux finances. D'abord, je veux garder pour moi la moitié des impôts. Messieurs, nous établirons un impôt de 10% sur la propriété, un autre sur le commerce et l'industrie, un troisième sur les mariages et un quatrième sur les décès de 15 francs chacun. De toute évidence, Ubu-Roi est l'exemple même de l'exercice d'un pouvoir abandonné par la raison. Il est le type même de la tyrannie qui confine à la bêtise. Mais si l'exemple est littéraire, je le donne parce qu'il est tout à fait inutile de chercher des occurrences historiques de la déraison au pouvoir. L'histoire nous en donne tant. Elle est un fait qui a pu être établi à de multiples reprises. La tyrannie s'affiche, au sens d'Aristote, comme une forme corrompue et déraisonnable de la monarchie. Mais la particularité d'Ubu est qu'il est ubuesque avant d'être roi. Sa déraison n'est pas le fait de son accession sur le trône de Pologne. Le propos de Kant, ici, que nous examinons, est tout autre lorsqu'il dit que la possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison. En effet, le philosophe de Königsberg vise avant tout à invalider une vieille thèse philosophique. Une vieille thèse philosophique qui remonte jusqu'à la République de Platon, celle du philosophe roi. Ces propos ne sont, à mon sens, guère féconds pour nous. Le danger me paraît en effet négligeable. Nulle part je ne vois de foule et de masse se regrouper pour scander « BHL, président !» BHL, président. Nous étudierons donc cette citation telle qu'elle, autrement dit, hors de son contexte d'énonciation. Pour ce faire, procédons d'abord à quelques définitions. La possession se dit de l'état naturel d'une personne qui se sent habitée et dirigée par un être surnaturel et maléfique, en particulier démoniaque. Je suis Itoire, le suppôt de Satan. À ce compte-là, la possession est effectivement une corruption absolue et totale de la raison. Ou alors, on peut dire de la possession du pouvoir qu'elle désigne l'état de fait de l'exercice par le dominant d'une relation sociale caractérisée par le commandement obéissance fondé sur la coercition. C'est moins drôle. Dès lors, cette prérogative grisante mènerait à une altération de notre faculté de bien juger. Vaste et inépuisable question. Nous nous concentrerons ici sur le pouvoir politique. Mon hypothèse est toute simple. La possession du pouvoir ne corrompt pas, inévitablement, la raison. Je tâcherai donc, en toute fausse modestie, de vous le démontrer. Dans un premier temps, débarrassons-nous de la thèse de Kant. Dans un second temps, trouvons donc les véritables raisons de la déraison au pouvoir. Débarrassons-nous de la thèse de Kant, ou plutôt, je devrais dire, débarrassons-nous de la récupération hors contexte de la thèse kantienne. Mais avant de l'invalider, il convient d'en souligner la légitimité. En effet, elle semble a priori tout à fait justifiée. Il ne s'agit pas ici de cracher sur la totalité d'une classe politique, de tous les dominants, en leur disant qu'ils sont tous pourris. Entre l'énoncé de ce sujet et la clameur populiste, il y a un pas que je ne franchirai pas. Plus justement, cet énoncé tente de répondre à une constatation effrayante qui est celle de la banalité du mal. Lors du procès d'Adolf Eichmann, l'un des plus grands artisans de l'Holocauste, à Jérusalem, Hannah Arendt a profondément choqué lorsqu'elle a refusé de qualifier cet ancien nazi de sadique et pervers. Au contraire, elle l'a trouvé, je cite, « insignifiant ». Cette conclusion, qui a choqué à l'époque, semble admise aujourd'hui. Nous avons tous en tête de nombreuses images d'exactions terribles et insensées commises de la part du pouvoir, quel qu'il soit, au cours du XXe siècle. Il aurait été plus facile et préférable de penser qu'il s'agissait là de l'œuvre de fous,
Malheureusement, tel n'est pas le cas. La tyrannie la plus extrême est d'ordinaire le fait d'hommes et de femmes ordinaires et raisonnables. Y a-t-il donc un lien de causalité nécessaire entre la possession du pouvoir et la corruption de la raison? Si tel était le cas, la déraison devrait être un phénomène systématiquement et universellement observable dans le cadre du pouvoir. Or, tel n'est heureusement pas le cas. Vous n'êtes pas sans savoir que lors de situations de grand péril, les Romains avaient pour habitude de désigner un homme providentiel, un dictateur avec un mandat de 6 mois. Ce dictateur avait, pendant ces 6 mois, les pleins pouvoirs. Intéressons-nous donc à une figure quasi mythique de la Rome antique. Au 5e siècle avant notre ère, le Sénat désigna plusieurs de ces hommes providentiels. Lucius Quinctius Cincinnatus était le plus illustre d'entre eux. Général aux qualités incommensurables, il était également un paysan ruiné. Vivant dans le dénuement le plus total, au sens propre, il accueille les sénateurs dans son champ, nu comme un asticot. Par 2 fois, ceux-ci lui apportent la nouvelle de son élection à la magistrature extraordinaire de dictateur. Par 2 fois, il s'avère l'homme de la situation. Par 2 fois, il sauve la République. Par 2 fois, il abdique une fois que la paix est rétablie. Et par 2 fois, il s'en retourne labourer son maigre domaine. Tant d'abnégation relève très probablement d'une idéalisation. Mais c'est en mémoire de lui, Cincinnatus, que George Washington sera par 2 fois élu président des États-Unis et qu'il ne se représentera pas à la surprise générale à la fin de son second mandat. C'est également plus ou moins à cette histoire que nous tenons aujourd'hui l'article 16 de notre Constitution. Le mythe a toujours, de fait, quelque chose à nous dire sur notre réalité. Et ce que le mythe nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de lien de nécessité entre la possession du pouvoir et la corruption du pouvoir. À la suite du mythe, l'histoire confirme que l'exercice d'un pouvoir raisonné est tout à fait possible. Mais de surcroît, l'histoire confirme qu'il est tout à fait possible que la raison nous dicte de quitter le pouvoir. C'est ce qu'a fait tout récemment le précédent souverain pontife. Si la phrase de Kant ne résiste pas à l'énoncé des faits, c'est pour une raison simple. L'énoncé contient lui-même l'erreur. Hannah Arendt a mis en évidence la banalité du mal. Mais son œuvre philosophique a constitué également un autre apport majeur. À la suite d'Hannah Arendt, nous ne devrions plus parler de conséquences de l'action, mais de suite à l'action, car il y a une imprévisibilité irréductible dans toute action. Or, en parlant de la possession du pouvoir, nous sommes clairement en train de parler d'une situation de fait, donc dans le domaine de l'action. Par conséquent, il est absurde d'évoquer le caractère inévitable de cette corruption de la raison. Touchant à des phénomènes sociaux, nous devrions nous limiter à l'énoncé de règles générales, pas celui de vérité universelle. Or, ici, il s'agit d'une tentative d'élaboration d'une vérité universelle. C'est donc en soi irrecevable, et ça n'aurait même pas dû être retenu avant l'épreuve des faits. Car c'est une négation, non seulement de l'irréductibilité, du caractère imprévisible de l'action, mais c'est également une négation de notre libre arbitre. Ainsi, nous avons donc à examiner un énoncé qui non seulement ne se vérifie pas dans les faits, mais est faux dans sa formulation même. Il est donc, à mon sens, irrécupérable. Mais la question légitime de la banalité du mal au pouvoir demeure. Tâchons donc modestement de le résoudre. Les véritables raisons de la déraison au pouvoir. Ce n'est donc pas du pouvoir lui-même que tient la corruption de la raison, puisque le pouvoir raisonné existe. Mon hypothèse est bien plutôt que cela tient au terreau dans lequel le pouvoir déraisonnable prend racine. Ce terreau corrompt dans 2 situations. La première est l'instauration d'une culture de la haine. Je hais les lunettes, que la peste s'abatte sur tous ceux qui en portent, que le courroux divin s'abatte sur eux comme la misère sur le bas clergé. C'est absurde.
complètement déraisonnable. Mais ce qu'il y a de véritablement triste là-dedans, c'est que si les propos sont de moi, la logique qui se trouve derrière est celle qui a été reprise par les Khmers rouges. Dans leur lutte contre les intellectuels, ils ont décidé d'établir des critères pour pouvoir désigner les intellectuels et les éliminer. Le premier critère a été, c'est assez naturel, le fait d'avoir fait des études supérieures. Le second critère a été de parler le français. Le troisième critère, enfin, a été celui de porter des lunettes, même pour les enfants. C'est une abdication totale de la raison. Cette absurdité est injustifiable. Elle ne peut pas être expliquée par le propre du pouvoir, car c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'arrive pas souvent. Mais elle peut bien plutôt s'expliquer par le propre de la haine. Haine de son ennemi, quel qu'il soit. Haine qui est une corruption absolue de la raison. Haine qui est également une corruption absolue du pouvoir. Mais cette haine ne vient ni du pouvoir, ni de la raison. Elle vient bien plutôt de la peur. Or, la peur vient de notre instinct. Elle est pulsionnelle. En un mot, la peur et donc la haine sont hors de la raison. À l'œuvre au pouvoir comme ailleurs, elles mènent à l'abandon de la raison. Palpatine disait vrai quand il expliquait que la peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène au côté obscur de la force. Enfin, à mon sens, la deuxième condition de ce terreau est l'échec d'un pouvoir raisonnable. En cela, cette question posée dans le cadre du concours de plaidoirie nous concerne tous. Elle nous concerne tous car nous sommes tous ici, lorsque nous participons à la vie de notre pays, la vie politique de notre pays, nous sommes tous potentiellement des dangers pour ce pouvoir raisonnable. Or, il ne s'agirait pas, dans le propre de la démocratie, de faire sombrer ce pouvoir raisonnable. Car il est bien plus fréquent qu'un pouvoir totalement déraisonnable naisse des cendres d'un pouvoir raisonnable qui a failli. C'est exactement ce qui s'est produit après la République de Weimar. La naissance du nazisme a pu se développer sur les ruines de la République de Weimar. Le Principat romain n'a pu se mettre en place avec le règne des Césars que sur les décombres des anciennes institutions de la Grande République romaine, qui n'étaient plus que l'ombre d'elle-même. En un mot, je tâcherai pour conclure d'essayer de vous adresser une supplique qui, à mon sens, est éventuellement salutaire. Nous devrions cesser de mettre en garde tous les individus contre les dangers systématiques du pouvoir. Mais bien plutôt, nous devrions promouvoir pour ces individus la possibilité de travailler pour un pouvoir raisonnable. En un mot, je vous le demande, peut-être qu'il y a des enfants dans la salle, peut-être en avez-vous, je vous le demande, n'enseignez pas Ubu à nos enfants, mais racontez-leur bien plutôt la géographie de l'un des plus grands, de l'un des plus grandioses chefs d'État de son temps, de l'un des plus grands rois que nous ayons connus dans notre panthéon national. 82 ans de despotisme éclairé, 82 ans de paix. Je veux bien sûr parler de Babar, roi des éléphants. Merci. Nous remercions Monsieur Bullinge pour avoir clôturé cette plaidoirie de finale. Que les armes cèdent à la toge. Il est désormais temps pour notre jury de désigner le grand vainqueur de ce 20e concours de plaidoirie. La patience est grande. Nos cœurs sont crispés et l'atmosphère se fait lourde. En espérant connaître le verdict le plus rapidement possible, laissons le jury se retirer pour la dernière délibération de cette édition 2013. Et pendant la délibération, nous vous serons gré de bien vouloir rester à vos places. Nous vous réservons quelques surprises. Merci.